ceux qui nous rejoignent pour la première fois, deux mots d'explication. Voilà, donc nous avons créé, vous le savez, pour les autres, une chaire avec le soutien de la Fondation de l'Université, donc dirigée par Vanina Marmarion, sur le thème innovation, développement des territoires et innovation en question de mésologie. La chaire donc est assurée et sous la responsabilité scientifique d'Augustin Berg, donc géographe, directeur des études à l'EHESS. D'études, oui, à chaque fois je fais erreur. Directeur d'études à l'EHESS, voilà, qui nous a fait le plaisir donc, de venir à 3 reprises déjà. Donc à chaque saison, il y a une conférence qui est donnée, on va dire plus théorique le mardi, voilà, sur des travaux de recherche développés par Augustin. Et ensuite le jeudi, une conférence qui vise à éclairer une question qui concerne le territoire corse en particulier. Donc une déclinaison plus appliquée de la pensée mésologique. Et c'est à cette occasion-là que nous accueillons évidemment à chaque fois une personne, un artiste, je ne citerai personne, une artiste, un directeur de l'agence d'urbanisme, voilà, jeudi prochain, président des gîtes de Corse, Monsieur Gay, voilà. Donc des praticiens, des gens qui sont sur le terrain et qui, dans leur action quotidienne, font ce lien indispensable entre connaissance et territoire et posent d'une certaine manière, reposent la question du lien entre l'homme et son milieu. Donc aujourd'hui, la séance est consacrée à la question de la modernité. Peut-on dépasser la cosmie de la modernité? Et toute la semaine sera placée sous ces auspices-là. Donc je vais passer tout de suite la parole à Augustin Berg, que je remercie encore une fois d'être parmi nous et de nous avoir soutenus dans ce projet, qui n'était pas gagné d'avance, mais qui, au vu de l'assistance, me semble-t-il, puisque c'est la dernière séance de l'année, est un véritable succès. Voilà, je vous remercie. merci aux organisatrices, merci à vous d'être venus m'écouter ce soir, enfin cet après-midi. Le thème général pour la semaine, c'est donc dépasser la modernité. C'est une expression qu'on entend rarement, qui a un intérêt particulier dans l'histoire de la philosophie japonaise, parce que dans les années 30 et jusqu'en 1945, c'était un thème fétiche, ou emblématique plutôt, de l'école philosophique de Kyoto. Ça s'est mal terminé. Ce n'est pas dans ce sens-là, ce n'est pas à propos de cette école-là que j'en parlerai aujourd'hui. Comme le sous-titre l'indique, c'est « Peut-on dépasser la cosmie », c'est-à-dire le manque de cosmicité de la modernité. Et demain, dans la même orientation, mais plus pratiquement, il s'agira surtout de l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? Parce que le lien qui est la base indispensable de notre existence, c'est d'abord de pouvoir manger sur cette planète. Et donc ça commence par l'agriculture. Le propos aujourd'hui sera général et plutôt ontologique. Ça va avec mésologique. Je vais revenir sur quelques points que ceux qui pratiquent ces séminaires depuis le début connaissent déjà, mais juste pour nous rafraîchir la mémoire, ça restera donc assez général. Pour les applications pratiques auxquelles ça pourrait donner lieu, en mettant de côté l'agriculture, il y a quelqu'un qui récemment a tenu un propos analogue, mais d'un point de vue particulier, du point de vue écologique ou même écologiste. C'est Hervé Kempf, je ne sais pas si... Enfin, c'est celui qui s'occupe des questions écologiques au monde. Et il a publié il y a 3 mois un livre intitulé « Fin de l'Occident et naissance du monde ». Fin de l'Occident, naissance du monde. C'est un petit livre, facile à lire, publié au Seuil.
et avec lequel je me sens en accord généralement. Donc, si vous voulez creuser un peu la question du point de vue plus pratique et des questions touchant notamment à la géopolitique dans le monde actuel, je vous y renvoie. Mais moi, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Bien, donc je commencerai par définir ce que je peux entendre par acosmie. Acosmie, c'est le manque de cosmicité. C'est un terme que j'ai retenu parce que il évoque ce que Durkheim avait appelé anomie. Chez Durkheim, du fait de la modernité, il se produisait une perte de valeur. Et fondamentalement parce que la perspective scientifique qui a fondé la modernité à partir du XVIIe siècle, à partir de la révolution scientifique du XVIIe siècle, dans son principe, est abstraite des valeurs qui concrètement ordonnent notre vie. Bon, donc ce point de vue scientifique hors monde, abstrait, de ce principe même, enlève la base des valeurs. Donc ça produit un monde qui n'a plus de valeur, c'est un monde qui ne se tient plus. Les valeurs étant essentielles justement à la mondanité. Mondanité dans le sens philosophique du terme, c'est-à-dire avoir un monde, c'est-à-dire tout simplement être ou exister. Je reviendrai là-dessus dans le cours de l'exposé. Ainsi, acosmie évoque anomie, mais du point de vue de la mésologie, c'est plus particulièrement la question de fonder les valeurs qui structurent le monde humain, les fonder dans la nature, c'est-à-dire sur la Terre, dans la biosphère, sur la planète. Avec deux écueils dont la mésologie, comme son nom l'indique, elle cherche une voie du milieu. Éviter deux écueils, l'un qui est le réductionnisme naturaliste, c'est-à-dire réduire ces valeurs à des facteurs d'ordre biologique, par exemple. C'est notamment ce qui a distingué la sociobiologie et une thèse comme celle du biologiste anglais Dawkins, lorsqu'il parlait de gènes égoïstes, en somme, en particulier à propos de l'altruisme, que ça ne serait qu'une stratégie des gènes pour se reproduire soi-même. Oui, ça c'est du réductionnisme pur et dur. Bon, et la mésologie n'est pas d'accord avec cette thèse. Donc éviter de réduire les valeurs humaines à de simples facteurs d'ordre biologique, d'une part. Mais d'autre part, éviter l'autre écueil, d'un Charybde d'un côté, Scylla de l'autre, ce que j'appelle le métabasisme, c'est-à-dire on n'a plus besoin de base. C'est-à-dire on n'a plus besoin de base dans la nature. L'histoire humaine, les valeurs humaines, le sens, en fin de compte, n'est pas fondé sur la planète, n'est pas fondé dans la nature, il s'organise de soi-même. Et c'est ce qui distingue, de manière très schématique, ce qui distingue ce qu'on a appelé la French Theory, c'est-à-dire la théorie à la française, dans laquelle se sont illustrés quelques-uns des plus grands noms de la philosophie française de la deuxième moitié du XXe siècle. Bon, je n'entre pas dans ce sujet parce que c'est justement une thèse avec laquelle, plusieurs thèses, mais qui se rejoignent dans ce métabasisme. Il s'agit d'éviter aussi l'écueil du métabasisme. Donc, il s'agit de fonder les valeurs. Les valeurs humaines doivent avoir un fondement. Elles ne peuvent pas tourner sur elles-mêmes. Je reviendrai là-dessus. Pour la mésologie,
ce fondement, il est produit historiquement dans un processus qu'on appelle la trajection, dont le principe, là c'est vraiment c'est du bachotage, excusez-moi pour ceux qui suivent depuis longtemps, c'est entre une base qui est du point de vue logique un sujet, ce dont il est question, et un prédicat, c'est-à-dire les termes dans lesquels on saisit le sujet. Et c'est donc S en tant que P. Voilà, S en tant que P. Ça, c'est le fondement, le principe de base. On va voir ce que c'est que S, plus concrètement dans une perspective cosmologique, et ce que c'est que P. Et la trajection débouche, parce que ça, c'est le principe de base, mais dans son fonctionnement, c'est justement quelque chose, c'est un processus. Un processus, la trajection, et plus particulièrement la chaîne trajective, c'est-à-dire simplement le déroulement dans le temps de ce même processus. Ça veut dire que ça, c'est la définition de la réalité du point de vue mésologique, donc un sujet saisi en tant que prédicat, l'ensemble faisant la réalité, c'est une réalité mondaine et non pas universelle. Et ceci montre que dans le déroulement de ce processus, la réalité, à un moment donné, dans un moment suivant, est prise comme base, c'est-à-dire comme sujet, d'une nouvelle trajection par un prédicat ultérieur. Voilà. Donc, ceci veut dire que nous avons assomption de S en tant que P, mais que dans le cours du processus, historiquement, et la thèse d'ailleurs mésologique s'étend également à l'évolution, le parti, c'est que le même principe vaut pour la réalité, y compris pour les sujets non humains, c'est-à-dire dans des mondes du vivant, animaux et même végétaux. Dans le cours de ce processus, vous avez ensuite hypostase de P vers S', parce que ceci va faire S', ceci va faire S seconde, etc. Voilà. Bon, ça, ce sont les principes de base dont je vous rebats les oreilles depuis plusieurs séances. Saisir S en tant que P, ce n'est pas simplement au niveau que considère généralement la logique, c'est-à-dire verbale. Ce n'est donc pas une simple prédication, c'est bien une trajection, parce que cette saisie de S en tant que P se fait d'abord par les sens, par nos sens, mais également pour le vivant en général, c'est les sens que tout être vivant peut avoir de son environnement. Et ce rapport fait naître un milieu qui est propre à l'espèce en question. Donc saisi par les sens, au niveau du vivant en général, ça produit des réactions, donc des actions en retour. Donc c'est essentiellement les sens et l'action. Mais dans le cas de l'humain, il s'y ajoute d'autres dimensions. C'est saisir par la pensée et saisir par la parole. Donc, pour résumer, par les sens, par l'action, par la parole et par la pensée, dans un ordre en fait qui importe peu parce que tout cela est assez intemporel. On serait dans la possibilité, vu qu'il y a des tas de rétroactions, d'effets en retour, dans l'impossibilité de faire ça
établir cela sur une chaîne linéaire. Mais à grande échelle, vu le déroulement de l'histoire et de l'évolution, à un autre niveau, nous avons bien une chaîne trajective. Voilà. Et dans ce rapport-là, maintenant j'en viens plus concrètement à ce que peut être S et ce que peut être P, et ce sera le propos justement aujourd'hui pour une cosmologie, donc pour une cosmicité, une cosmologie fondant une cosmicité. La base S, ça n'est autre que la Terre, et le prédicat P n'est autre que le monde, un monde. Mais comme nous sommes dans notre monde, pour nous c'est le monde. Mais s'il était possible de voir cela de l'extérieur, ça serait un monde parmi d'autres. Et nous pouvons voir de l'extérieur d'autres mondes, c'est-à-dire les mondes propres à telle ou telle espèce vivante. Et dans ce cas-là, on voit bien que c'est un monde propre à telle espèce. Et comme nous sommes capables de nous transcender un peu par la pensée, nous pouvons concevoir que notre monde n'est pas le monde, mais un monde. Maintenant, une série d'images. Vous savez qu'en grec, le sujet, comme Aristote est le père de cette notion, est ce qui est mis dessous, hypo ou hypo keimenon. Donc ce qui est mis dessous, et là-dessus on fonde des prédicats. Eh bien, ce qui est mis dessous, très concrètement, c'est la Terre, à partir de quoi nous développons un prédicat qui est notre monde. Mais cette idée, on la trouve déjà, en tirant un peu la couverture, dans un propos d'un... Ce n'était pas un philosophe, c'était un orateur, mais contemporain de Platon. Peut-être que vous vous rappelez, j'ai dû la citer déjà une fois ou deux. C'est une phrase dans laquelle Isocrate parle sans aucun propos arrière-plan philosophique, mais c'est juste une manière de dire. Il parle de la terre étendue sous le ciel. Étendue sous le ciel. Et pour dire étendue sous, il dit hypokeimene. La terre est étendue, keimene, sous le ciel, hypotokosmo. Alors ici, le ciel, c'est tokosmo. Alors, le mot cosmos, ici, veut dire le ciel. Vous savez que ça veut dire aussi le monde. C'est très intéressant que ça soit à la fois le ciel et le monde. Les grammairiens et les logiciens médiévaux en Europe en ont tiré l'idée, enfin pas de ce propos de Isocrate, mais de manière plus générale, de la logique aristotélicienne. Ils en ont tiré l'idée que le sujet est de genre féminin, et même de sexe féminin, et le prédicat de genre et même de sexe masculin. Parce que, comme dans le monde animal, le prédicat couvre le sujet, comme le mâle couvre la femelle. Et si ça vous amuse, cette image, on la trouve développée chez un poète du XIIe siècle qui s'appelait Alain de Lille, la ville de Lille, donc Alain de Lille, dans un long poème qui s'appelle « La plainte de la nature » ou « La plainte de natura » de plantu naturae. Planctu naturae. En même temps, elle devient vraiment un personnage, donc c'est comme si c'était un prénom. De la plainte de la nature, c'est publié chez Jérôme, c'est paru il n'y a pas longtemps, il y a
je dirais il y a quelques semaines, chez Jérôme Millon, un éditeur de Grenoble. Je vous en lis le passage parce que vraiment, ça n'est pas piqué des vers. Par exemple, parmi ceux qui appliquent la grammaire de Vénus, alors ça veut dire simplement l'accouplement. Parmi ceux qui appliquent la grammaire de Vénus, il y en a qui, prenant la fonction du sujet, donc il s'agit de la femelle, ignorent le prédicat, ça c'est le mâle, d'autres qui se contentent, etc., etc. Et dans cette perspective, les grammairiens et logiciens médiévaux ont changé le terme subjectum, qui était le plus couramment employé jusqu'au XIIe siècle, il est devenu suppositum. Et le terme prédicat, praedicatum, est devenu appositum. Voilà, mais ça peut faire rire aujourd'hui, enfin sourire au moins, mais c'est vraiment cosmologique. Ça veut dire que pour ces gens-là, vraiment, il y avait un accord, une structure générale qui allait de la grammaire jusqu'au cosmos. Et le sens qui résulte du rapport entre le sujet et le prédicat entre le suppositum et appositum, de cette union jaillit le sens. Le sens est procréé par cette union. Et ça, c'est une idée tout à fait mésologique, puisque la réalité humaine, effectivement, résulte du rapport entre ce que j'ai appelé tout à l'heure sujet et prédicat, mais plus fondamentalement, rapport entre la terre et le ciel. Et ça, c'est donc une perspective cosmologique. Et pourquoi est-ce que ça nous branche, ça nous ouvre une voie qui a tout simplement un rapport direct avec ce qu'est un être humain. C'est un bipède qui a les pieds sur la terre, la tête dans le ciel. Les pieds nous supportent en nous donnant une base, et la tête, c'est la tête qui pense et qui parle, et dont les mots s'envolent dans le ciel. C'est une image, mais c'est une image qui fait sens. Je vais essayer de la développer aujourd'hui. C'est de là, en somme, de la bipédie que jaillissent les cosmologies humaines. Je vous en donne un exemple. Celui-là est aussi un peu tiré par les cheveux, mais le terme qui, en japonais, dont j'ai beaucoup parlé dans les séances précédentes, qui veut dire milieu, fudo, qui est fu, c'est le vent, et do, c'est la terre. Donc le rapport entre le vent et la terre. Ici, en réalité, le vent est pris dans un sens métaphorique qui désigne plutôt les mœurs, les coutumes d'une société. Et do, c'est évidemment là où vit cette société, c'est la portion de la terre où vit cette société. Et ici, la terre est déterminée par les mœurs. Parce que le déterminant, dans la langue japonaise, c'est le contraire en français, mais dans la langue japonaise, le déterminant vient avant le déterminé. Donc la terre, do, est déterminée par les mœurs. En somme, par la manière, on va traduire les mœurs par la manière dont cette société saisit cette base. Ça, c'est le principe même de la mésologie. Et en reprenant l'image précédente, quand je disais nous avons la tête dressée vers le ciel et que les mots s'envolent au vent et rejoignent par le vent et rejoignent le ciel. Effectivement, dans la philosophie japonaise,
et en particulier dans cette école de Kyoto dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, le ciel, c'est Sora. Sora veut dire le ciel, et ça s'écrit avec ce sinogramme qui peut être lu que, et qui dans ce cas-là veut dire le néant. Le néant. Et dans la philosophie de l'école de Kyoto, dont le principe était une logique du prédicat ou logique du lieu, opposée à la logique du sujet qui a dominé la pensée européenne depuis Aristote, donc logique du prédicat, dont le foyer est le vide. Donc ici, le ciel équivaut au vide. Le mot ciel, au sens philosophique, bouddhique, se prononce que et pas sola. Sola, c'est concrètement le ciel que vous voyez par la fenêtre. Mais le même sinogramme prononcé que, là, ça devient un concept du bouddhisme et qui est homologue à un concept cette fois-ci du taoïsme, qui est le néant et qui se lit en japonais me. Donc le vide bouddhique et le néant taoïste se rejoignent dans la pensée de l'école de Kyoto, et ça devient, en somme, le foyer duquel jaillit tout le reste. C'est à partir du néant qu'il y a de l'être. Et c'est une vision exactement opposée à celle qui a dominé la pensée occidentale, au moins depuis Platon, si ce n'est avant plutôt, mais en tout cas depuis Platon, où ce qui est la source absolue, c'est l'être. Vous voyez ? Le néant, dans cette perspective, disons, orientale, et l'être, dans la perspective occidentale, sont les deux absolus à partir desquels il y a la réalité. Inutile d'ajouter que le ciel est insubstantiel. Le ciel est insubstantiel, on ne peut pas le toucher. En revanche, la terre, on peut la toucher. La terre est substantielle. Et je rappelle, ça aussi je l'ai dit quasiment à chaque séance, que le mot subjectum en latin est homologue du mot substantia, qui veut dire la substance. La substance, c'est ce qui se tient dessous, donc subjectum est tout à fait homologue à substantia. Et c'est fondé par des images, hein. Ce qui devient des concepts dans l'histoire de la philosophie, au départ, ce sont des images. Ce qui est dessous, c'est ce sur quoi on va fonder le reste. Donc vous avez en logique le rapport entre sujet et prédicat, et en métaphysique, le rapport entre substance et accident. Les accidents, c'est ce qui arrive à la substance dans la métaphysique. Substance et accident, sujet et prédicat. Et c'est la même image, au fond. Donc, dans tous les cas, vous avez une base substantielle. Cette base, pour qu'elle existe pour nous, il faut la saisir d'une manière ou d'une autre. Je rappelle donc par les sens, par la pensée, par les mots, par l'action, d'une certaine manière qui va donc, en passant par l'image du ciel, le ciel, il nous apporte la lumière, en tout cas le jour, donc sous un certain jour, nous saisissons la terre. Le ciel, il est insubstantiel, mais en même temps, il a une régularité qui en fait un rapport ferme pour notre pensée. D'ailleurs, cette firmité
du ciel, c'est ce qui donne naissance à la notion de firmament. Et là-dessus, pour prendre une autre source de la pensée européenne, à savoir la Bible, le firmament, c'est ce qui retient les eaux d'en haut de se déverser excessivement pour rejoindre les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, c'est la mer. Les eaux d'en haut, c'est les eaux du ciel qui, de temps en temps, pleuvent. Mais le ciel les retient de s'abattre d'un seul coup. Et c'est pour ça qu'on l'appelait le firmament. Le firmament, il est ferme, bon, sans appesantir l'image. Il y a surtout la régularité du ciel, bien sûr. Parce que le ciel tourne de manière régulière, très régulière. Il tourne autour d'un pivot, qui est le pôle, bien sûr. Vous savez que le mot pôle vient du grec polein, qui veut dire tourner. C'est le pivot autour duquel le ciel tourne. L'étoile polaire, d'où son nom, polaire justement, ou bien dans l'autre hémisphère, c'est l'étoile, enfin c'est la croix du Sud. Ça c'est le cosmos. Et comme dit Platon dans le Timée, c'est en même temps l'Ouranos. Le Timée qui est comment dire, c'est l'ouvrage de base de l'ontocosmologie de Platon, qui se termine par une phrase où il dit « Le cosmos, c'est Ouranos ». Cosmos, Ouranos. Ça, c'est le ciel. Ça aussi, c'est le ciel, mais ils se rencontrent en tant que ciel, mais Ouranos, c'est le ciel au sens où on peut regarder vers le ciel. De là vient le nom de la planète Uranus. Bien. Tandis que cosmos a d'autres sens fondamentaux. Fondamentalement, c'est l'ordre, et même la mise en ordre. La mise en ordre. Et c'est pour ça que le même mot cosmos, fondamentalement la mise en ordre, c'est aussi la manière de se mettre en ordre par la toilette, en particulier par la toilette féminine. Donc la parure féminine, c'est aussi le mot cosmos. Mais il y a beaucoup d'autres usages du même mot cosmos. Par exemple, en Crète, au temps d'Aristote, un juge, ça s'appelait un cosmos. Parce qu'il met en ordre. La justice met en ordre. Et ça s'appelait donc cosmos, un magistrat. Le lien entre la base, la terre, et ce qu'il y a au-dessus, le ciel, il est établi par les humains. Dans un monde humain, il est établi par les humains, et à travers des symboles divers, des images diverses, à peu près toutes les sociétés l'ont exprimé. Et par exemple, vous avez certainement entendu parler de l'expression « le fils du ciel » en Chine. Le fils du ciel, le roi, et plus tard l'empereur, il fait le lien entre la terre et le ciel. Par exemple, comme l'exprime le sinogramme Wang, il s'écrit comme ça. Vous y reconnaissez l'élément terre que vous avez vu là, et puis ici la barre du dessus, c'est le ciel, c'est le plafond. Et le trait vertical, c'est ce qui fait le lien. Et ça représentera donc le roi, qu'on appelle, le fils du ciel, ça vient d'un autre. Ça c'est l'enfant, et ça c'est le ciel. Mais c'est en plus exprimé par ce sinogramme. Un axe cosmique, personnifié. Vous trouvez la même idée, exprimée un peu différemment, dans la racine indo-européenne qui a donné le mot roi en français, qui a donné rix
dans la langue gauloise, d'où Vercingétorix, par exemple, ou Astérix, beaucoup de rix, qui est, à partir de cette racine, reg, R-E-G, également à l'origine du terme régularité, du terme droit, et d'autres termes connexes. C'est également cette même idée que vous trouvez là. Le prédicat par rapport au sujet, il est accidentel. Accidentel et on dira contingent, c'est-à-dire que ça pourrait être un autre prédicat. Avec une même base, vous pouvez avoir un autre prédicat. Ça, c'est illustré par les diverses cultures qu'il y a sur cette planète. Il n'y a qu'une planète, mais il y a beaucoup de cultures. Et à l'intérieur d'une même région, du point de vue des sciences de la nature, vous pouvez même avoir des comportements humains très différents. Donc ça, l'anthropologie l'a illustré tant et plus. Par exemple, un même environnement peut être exploité de manière différente par une culture différente, ou par une ethnie différente. Et ce qui sera une nourriture de choix pour les uns, ça sera l'objet d'un tabou pour les autres, etc., etc. Je donne un exemple tout à fait proche. Le cochon qui est on en mange beaucoup, y compris en Corse. Et vous savez bien sûr qu'il y a des religions pour lesquelles le cochon ne peut pas être mangé. Hein. Non seulement il est tabou, mais il est immangeable. Ça se recrache rien que le toucher. Le Timée, encore une fois, de Platon, dans ses dernières lignes, je l'ai déjà lu, mais je le relis, c'est un passage magnifique, il exprime exemplairement l'idée que un certain monde, c'est-à-dire un certain rapport entre la base et le prédicat, un certain monde est ce qui convient le mieux à l'être. L'être, pour Platon, il n'avait pas conscience d'être dans un certain monde, le monde grec. Il se pensait universel. Donc c'est l'être qui est concerné. Mais vu avec le recul que nous avons aujourd'hui, on voit bien que c'est l'être grec qui est concerné. Par ce passage, je le lis rapidement, « Ayant admis en lui-même tous les êtres mortels et immortels, vivants visibles qui enveloppent tous les vivants visibles, Dieu sensible formé à la ressemblance du Dieu intelligible, très grand, très bon, très beau et très accompli, le monde, cosmos, est né, c'est le ciel, Ouranos, qui est un et seul de sa race. » Bon. Ce que Platon exprime là, sans le savoir, c'est un principe de base de la mésologie, à savoir qu'un certain être a pour monde, le monde que cet être, dans lequel est cet être, c'est le monde qui, entre tous, lui convient. C'est-à-dire que vous avez une adéquation. On dirait fitness en anglais, une adéquation entre l'être en question et son monde. Adéquation réciproque. Et c'est pour ça que Platon emploie ces magnifiques superlatifs, très grand, très beau, très bon, très accompli. C'est dire que notre monde participe de notre être même. Et tout à l'heure, je parlerai un peu de Heidegger. En fait, pour Heidegger, ce déploiement, cette ouverture, c'est l'ouverture de l'être lui-même. J'ai parlé dans les séances précédentes de ce grand naturaliste Uexküll, Jacob von Uexküll, qui a ouvert les mêmes perspectives, mais à propos du vivant en général, et donc ce que Uexküll appelle le donné environnemental brut, le donné environnemental brut, Umgebung, devient ce qu'il appelle Umwelt, c'est-à-dire le monde environnant, le monde propre à telle ou telle espèce.
Voilà. Ça, à partir des sciences de la nature, et sans parler spécialement de phénoménologie ou autre. Et cette distinction entre le donné environnemental brut et le monde environnement propre à un certain être, on retrouve exactement la même distinction, mais sur un autre plan, dans ce que Watsuzi a montré à propos des cultures humaines. Watsuzi, de son prénom Tetsuro, je vous rappelle, ça c'est le prénom, ça c'est le patronyme. La différence entre milieu, c'est le terme fudo, et l'environnement, c'est le terme kankyo. Voilà. Donc, à partir de cette base, ça c'est le S, vous avez un déploiement en monde, c'est-à-dire en prédicat. L'idée que le monde est un prédicat a été spécialement mise en valeur par l'école philosophique de Kyoto, et en particulier le philosophe Nishida Kitaro. Mais bon, ça, c'était juste pour rappel, puisque vous le savez déjà. Maintenant, alors, maintenant nous en arrivons vraiment à l'idée de acosmie. Que se passe-t-il quand la révolution scientifique, à partir de ce que les anciens appelaient cosmos ou mundus, à partir de cela, on va faire un univers objectif, c'est-à-dire séparé de notre être, l'être du sujet humain, un univers objectif existant en soi, indépendamment de notre existence, en principe. Donc, ça veut dire que l'Umgebung va être déconnecté de notre être. L'univers déconnecté de notre être, l'environnement, le donné déconnecté de notre être, ça produit une décosmisation. Et cette décosmisation va entraîner l'acosmie dont je parlais tout à l'heure, et à l'intérieur de l'acosmie va entraîner l'anomie dont parlait Durkheim. Dans ce même processus de décosmisation moderne. Pourquoi est-ce que les valeurs n'ont plus de fondement dans cette décosmisation ? Eh bien, parce que, en principe, pour fonder quelque chose ne peut se fonder que dans un certain rapport à autre chose. Et ça a été prouvé mathématiquement et logiquement par Gödel dans les années 30, dont je vous résume l'idée. On ne peut construire de proposition P. On ne peut construire de proposition P énonçant la consistance d'un système S tel que P appartienne elle-même à S. Donc, si P appartient à S, si P est inclus dans S, on ne peut prouver la consistance, c'est-à-dire prouver que ça marche, que ça tient. Pour prouver la consistance de P, on doit avoir un repère à l'extérieur de S. Ça, c'est le principe. Or, du temps du cosmos, du temps de la cosmicité traditionnelle, les valeurs humaines étaient liées à l'ordre naturel, à l'ordre cosmique. Elles avaient donc des raisons valables d'être ce qu'elles étaient. Mais à partir du moment où le lien est coupé par la décosmisation, eh bien, vous ne pouvez plus les fonder.
Vous voyez, Platon nous dit que c'est le monde lui-même qui est très beau, très grand, très bon et très parfait. Mais désormais, où fonder le bien? Où fonder le beau? Où fonder le juste? Le vrai? On ne peut pas le fonder sur soi-même. Autrement dit, vous ne pouvez pas fonder l'esthétique sur l'esthétique. Vous ne pouvez pas fonder le signe sur le signe, ce que fait néanmoins le métabasisme dont je parlais tout à l'heure. De mon point de vue, ça ne tient pas debout. C'est le cas de le dire, parce qu'il n'y a pas de base, etc. Donc, question, où fonder désormais les valeurs humaines? Cette acosmie, je vais vous en donner quelques exemples, parce que ça n'est pas le sujet vraiment aujourd'hui. Le sujet, c'est peut-on sortir de là, dépasser cela? Dans le monde actuel, produit par 3 siècles et demi, 4 siècles de modernité, l'objectivation, ou même plutôt, c'est plus fort, l'objectification de notre environnement, qui devient un environnement objet et non plus un milieu engageant notre être. Bien entendu, ça a des tas de bons côtés, il ne s'agit pas de l'oublier, mais ontologiquement, ça produit, enfin, ce qui est résumé par le terme de dualisme, cette déconnexion entre notre être de sujet, subjectif, et l'objet qui se met objectivement et autant que possible à fonctionner de lui-même, objectivement. C'est-à-dire à tourner indépendamment de notre existence. J'ai un exemple que j'ai souvent cité parce qu'il est très facile à comprendre. On développe objectivement des systèmes. Par exemple, le système automobile. Et objectivement, pour que ça tourne, eh bien, ça entraîne certains aménagements. Donc l'exemple que vous connaissez, c'était celui de Paris au temps de Georges Pompidou, quand le président de la République a énoncé « il faut adapter Paris à l'automobile ». C'est-à-dire il faut adapter la demeure humaine à un système mécanique. Ça, c'est logique, c'est objectif, mais c'est tout à fait acosmique. Acosmique parce que devient l'existence humaine? Bon, vous savez que par la suite, ça a été rattrapé et que finalement, on en a envisagé de rendre, par exemple, les quais de la Seine à la promenade plutôt qu'à la circulation des automobiles. Ça veut dire qu'on peut rattraper. On peut rattraper, pas toujours. Parce que ces systèmes-là, ils ont, et là je cite un mot que Hegel avait employé à propos de l'argent. Et de l'argent, d'ailleurs on pourrait reprendre ce mot à propos des crises financières des dernières années, mais je ne l'ai pas encore vu citer à ce propos. La citation est la suivante, je l'écris au tableau parce que c'est de l'allemand. C'est la vie vivante en elle-même de ce qui est mort. Die sich in sich. Ou c'est même attendez. Quel est le genre de Leben? Je crois que c'est un neutre, pas un féminin. C'est sich in sich. Bewegendes Leben. Bon, alors, la vie se mouvant d'elle-même en elle-même, mais la vie de ce qui est mort, du mort.
En l'occurrence, c'est l'argent qui est mort, mais il se meut de lui-même. Donc on peut très bien l'appliquer au système financier aujourd'hui et voir que dans ses effets, ça détruit les vies humaines. Pas au sens où on leur coupe la tête aux gens, mais où on les prive de leur travail, etc. etc. Bon. On peut le prendre dans ce sens-là. Et c'est le sens général d'un monde découplé de l'existence humaine. Donc, recosmiser cela, ça veut dire recoupler l'existence. Ce que j'ai appelé tout à l'heure décosmisation, Heidegger l'appelle démondanisation. C'est Entwertlichung, qui a été traduit par privation de monde. Je préfère décosmisation parce que ça prête moins à ambiguïté. Donc cette privation de monde, un jeune philosophe français qui s'appelle Fischbach a écrit un livre intitulé justement La privation de monde. Je vous donnerai les références, je n'ai pas le temps de les écrire toutes, mais vous aurez le texte complet par la suite. J'en cite un passage de ce livre intitulé La privation de monde. Pour Fischbach, c'est l'état normal du sujet moderne. C'est-à-dire le sujet moderne, en tant que tel, est privé de monde. D'ailleurs, c'est énoncé à la lettre par Descartes, comme dans le sens où il disait que le cogito existe, il n'a besoin d'aucun lieu pour être. Ça équivaut à la même idée. Donc, je cite Fischbach. « Je prétends que le sujet est en réalité fait pour être pensé séparément du monde. Donc que la séparation du sujet à l'égard du monde n'est pas un état pathologique du sujet dont il faudrait le sortir ou le guérir, que l'absence de monde n'est pas un accident qui arriverait malencontreusement au sujet, mais que c'est son état normal. La privation de monde est constitutive du sujet. Notre problème aujourd'hui n'est pas que le sujet soit nié, mais qu'au contraire, il soit amené à devoir s'affirmer dans des proportions extravagantes. » Pour une raison tout à fait logique, je vous rappelle que le mot « sujet », pour le logicien, c'est ce dont il s'agit, donc le sujet logique, à propos duquel on énonce des prédicats à propos du sujet. Mais ce dont il s'agit, pour le physicien, ça s'appelle l'objet. Donc faites bien attention, les mots sujet et objet, dans cette perspective, c'est la même chose. Le sujet et l'objet. Donc l'objet dont s'occupe le physicien, c'est un sujet logique, c'est ce dont il s'agit. Mais ce sujet-là, le dualisme établit entre ce sujet-là, c'est-à-dire l'objet, et mon existence de cogito, de sujet humain, un fossé infranchissable qu'on appelle le dualisme. Donc vous avez deux sujets, au sens logique du terme, deux sujets qui sont indépendants l'un de l'autre et même idéalement absolutisés l'un et l'autre, mais totalement indépendants l'un de l'autre. Ça, c'est l'idéal de la science moderne, d'arriver à saisir le sujet absolu. C'est un idéal qui en soi est absurde, parce que pour le saisir, il faut établir un lien, mais en principe, donc, le sujet est pur. Il est vierge de tout lien avec mon existence. Et moi, en tant que cogito, je m'auto-institue. Donc, je m'absolutise également. Et désormais, les liens qu'il peut y avoir entre le cogito, moi, je, et le monde extérieur, relèvent de l'arbitraire. C'est comme je le veux, comme je le choisis. Et quant à l'objet, c'est-à-dire le sujet logique, de quoi relève-t-il ? Il relève de la nécessité mécanique ou du hasard. Le hasard est la nécessité.
alors que le lien entre les deux, le lien existentiel entre les deux, est placé sous le signe de la contingence. Contingence. C'est la contingence de l'histoire et la contingence du milieu. On peut dire en ce sens que la décosmisation moderne est une fin de l'histoire remplacée par la mécanique et la fin du milieu remplacée par, ce que j'appelais tout à l'heure, l'environnement en soi. L'architecture nous en donne des exemples sensibles. C'est très schématique et caricatural ce que je vais dire, mais prenez une barre, un parallélépipède parfait. Vous pouvez trouver exactement le même parallélépipède n'importe où sur la planète, ce qui veut dire que cette forme idéale est coupée de tout milieu et de toute histoire. Et un architecte, c'est le plus flamboyant architecte de la modernité, du mouvement moderne en architecture, comme Le Corbusier. Un exemple que j'ai souvent pris, celui de ce que Le Corbusier voulait édifier à la place de la gare d'Orsay, à la place de laquelle il y a aujourd'hui le musée d'Orsay qui a respecté le bâtiment existant. Il voulait faire une barre, une grande barre. Et à peu près vers la même époque, Le Corbusier avait, pour le futur Alger, établi un plan où vous voyez à peu près la même barre qui s'amplifie sur les hauteurs d'Alger. Donc entre Paris et Alger, il y a au moins à peu près 1500 km. C'est pas du tout le même climat, c'est pas du tout la même culture, mais la barre est inchangée, c'est la même. C'est une métaphore de l'ego du cogito moderne, qui est hors lieu, hors de tout lieu. Bon, c'est ce que dans ce séminaire j'ai appelé, et vous vous en souvenez sans doute, j'appelle le TOM, c'est-à-dire le topos ontologique moderne. Topos ontologique moderne. C'est des initiales utiles parce que TOM, ça veut dire couper. Terminé. Donc, dans la perspective de la modernité, le TOM, le sujet moderne, c'est le cogito, le mot existence a pris un sens tout à fait particulier. Vous savez que la philosophie du XXe siècle, en particulier chez Heidegger, a mis en valeur le fait que étymologiquement le mot existence existait. Vous avez l'élément ex qui veut dire sortir d'eux, et sistance ou sisteres, se tenir. Donc se tenir hors d'eux. Et chez Heidegger, c'est se tenir hors de soi vers le monde. Hors de soi vers le monde. Donc cette existence vers le monde. Et cette philosophie, il l'a développée contre le cogito. Mais le Tom, lui, son existence, c'est existence dans l'autre sens, c'est-à-dire sortir du milieu pour se poser en soi-même. Vous voyez? Et en réalité, du point de vue de la mésologie, dans l'existence, vous avez les deux sens. C'est un va-et-vient, ce que j'appelle la trajection. Un va-et-vient. Parce que c'est cette ambivalence de l'existence humaine. Mais dans la perspective du tome, c'est uniquement un sortir de, un hors de. Ce que je vous propose, quand vous aurez un moment sur la plage cet été, vous sortez nos passants, pas l'édition de la Pléiade parce que ça serait abîmé par le sable, où vous avez un texte, c'est-à-dire en deux états, le hors-là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu le hors-là? Alors le hors-là, ça s'écrit comme ça. Le hors-là, c'est un fou, c'est l'histoire d'un type qui devient fou.
il voit les choses familières de sa vie qui se mettent à exister sans lui. Donc, il imagine qu'un être qu'il appelle Orla veut prendre sa place. Donc, il y a bien son monde est là, sa chaise, son livre et tout, mais le livre, les pages du livre se tournent toutes seules, la fenêtre s'ouvre toute seule. C'est-à-dire, il y a bien tout son monde, mais lui n'est plus là. Il y a le là, mais lui, il est hors de son là. Bon. Eh bien, le Tom, dans un sens, on peut dire qu'il est hors là, parce qu'il existe simplement en sortant de son là, le là du Dasein. Il n'est plus dans son monde lui échappe, le monde tourne tout seul, et ça rejoint l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, de ces systèmes de notre monde, cet appareil avec un grand A, cet appareil qui tourne tout seul, parce que sa logique propre exige qu'il tourne selon certaines règles objectives qui sont indépendantes de notre existence. Il y a un côté hors là dans ce rapport aux choses. Oui, alors je vous en donne très rapidement quelques exemples. La fin de la composition urbaine, c'est-à-dire les villes d'autrefois qui se tenaient dans ce qu'on appelle la composition urbaine. Aujourd'hui, vous voyez des exemples d'architecture sans rapport avec ce milieu. C'est la décomposition urbaine. Si vous comparez Paris et Londres, Paris se tient encore pas mal, et Londres, alors là, ça y est, c'est fini, c'est vraiment la décomposition urbaine. L'exaltation de la rupture, comme dans les petits papiers surréalistes, dont le contraire, ce serait de maintenir l'harmonie dans le changement. Et à cet égard, je vous propose de comparer, je ne vais pas insister aujourd'hui, je n'ai pas le temps, les petits papiers surréalistes, où il s'agit de faire se heurter de manière absurde et pouvant être éventuellement illuminant, mais en tout cas absurde, des points de vue sans rapport les uns avec les autres, parce que vous cachez ce qui précède, et puis comme ça, il surgit des images sans rapport avec ce qui précède. Le comparer avec ce que la tradition poétique japonaise appelle le renga, c'est-à-dire les poèmes en chaîne. Donc apparemment c'est le même principe, sauf que, c'est-à-dire vous réunissez plusieurs personnes et vous faites un poème qui se suit, sauf que là vous ne cachez pas ce qui précède. Donc chacun va embrayer sa propre vision à celle qui précède. Donc vous avez une succession de points de vue qui s'embrayent les uns aux autres. Alors ça c'est un poème en chaîne. La trajection, le processus de la chaîne trajective, c'est un poème en chaîne. L'uniformisation dans la mondialisation. Ça aussi c'est un... Je saute. Je n'ai pas le temps, mais vous trouverez ça dans les textes dans les jours qui viennent. Juste un exemple. Le rêve du clonage. Le rêve du clonage, c'est le rêve de se multiplier soi-même sans soi-même à partir de soi-même. Il n'y a plus besoin d'autres, plus besoin d'autrui, plus besoin de partenaires. C'est moi qui me clone. Voilà, ça c'est l'idéal du Tom. Mais ça c'est encore un idéal qui va multiplier au moins matériellement des images de moi-même. Mais le mieux, c'est m'éterniser moi-même. Et vous avez des programmes dont l'un porte magnifiquement les initiales SENS. Alors, SENS, S-E-N-S, c'est les initiales du programme Strategies for Engineered Negligible Senescence. Stratégie pour, en somme, l'immortalité. C'est un généticien de Cambridge, un biologiste de Cambridge,
Aubrey de Grey, qui nous dit « Les deux instincts les plus fondamentaux de tous les êtres vivants sont la survie et la transmission de leur ADN. » Mais évidemment, la survie, c'est mieux, parce que je ne veux pas partager mon ADN, même si c'est des enfants. Je veux garder tout mon ADN pour moi. Donc l'idéal, c'est vraiment l'immortalité. Et pour cela, avec son épouse Adeline, ils ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Ils parient sur la technique, plutôt sur la reproduction. Enfin, ça, c'est des exemples. Je n'insiste pas davantage là-dessus. Maintenant, question. Comment dépasser cela? Des exemples. Évidemment, pas question de revenir à des cosmicités anciennes. Ça n'est ni possible, ni souhaitable. J'en ai d'ailleurs déjà parlé, je pense, dans un des séminaires précédents. Autrefois, vous aviez cosmicité, comme on a vu avec l'exemple de Platon dans le Tibet. Et il y a ce besoin dans l'être humain. C'est-à-dire, même dans la science, et en particulier en astrophysique, parce que l'astrophysique, c'est la science qui a remplacé les cosmologies anciennes. D'ailleurs, le terme cosmologie existe encore en astrophysique. Vous avez entendu parler de ce qu'on appelait le dessin intelligent, dessin EIN, où vient le principe anthropique. L'idée étant que tout cela, toute cette immense machine, ne visait qu'à une chose, à produire un monde où nous pouvons vivre, nous autres humains. Donc en somme, il y avait un dessin. C'est une variante, en somme, d'un créationnisme, une variante scientiste. C'est-à-dire qu'il y a une soif de cosmos dans la pensée, y compris la pensée scientifique. Soif de retrouver une adéquation entre le monde et notre existence. Les exemples, ça vient des très fonds de pensée humaine et dans de très nombreuses, c'est évident, dans de très nombreuses cultures. Pour ne prendre que la nôtre, vous savez que le mot homme vient de humus, hein, c'est la terre. Comme dit humilier, c'est de nous mettre à terre. Humus, donc c'est la même racine que homme. C'est une racine indo-européenne, chem, K-H-E-M, qui a donné aussi le grec thon, d'où vient autochtone, etc. Donc, de cette même racine, vous avez humus, qu'on emploie en agronomie, humble, humilié, inhumé, humain, humanité. Vous voyez, la langue elle-même établissait ce lien entre l'humain et la terre. Ça, c'est une vision cosmologique. Idem pour la femme. Le mot femme vient d'une racine indo-européenne DH, qui veut dire sucer. Alors, ça donnait entre autres le grec kitène, que Platon emploie à propos du milieu, qu'il appelle Cora, pour dire que le milieu est nécessaire à l'existence de l'être relatif, de la génésis. Comme si la Cora, le milieu, donne le sein, est une nourrice qui donne le sein à ce nouveau-né qu'est l'être relatif. Bon, ça c'est du grec ancien, mais si vous savez un peu d'anglais, vous vous souvenez que tête, les tétons, c'est la même racine, la racine indo-européenne. D'autres mots, tête ça veut dire nichon, ça. Le français fœtus, fils, fille, foin, fenouil, félicité, etc. Mais c'est des racines qui donnent de la vie au lien que nous avons avec la nature. Bon, mais ça, c'est donc des choses qui nous renvoient au passé, très loin dans les tréfonds de l'histoire humaine. Oh, pardon. J'avais l'impression que c'est la machine qui s'allumait toute seule.
Oui. Donc l'alliance cosmique du ciel et de la terre. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de ce fudo, ce mot japonais, il n'y est plus, mais le vent. Figurez-vous que le vent, c'est à l'échelle du monde, c'est le souffle qui anime le monde. Donc, comme Adam, c'était de la terre, le mot hébreu Adam, c'est la terre, la boue, qui a été animée par un souffle divin. C'est le souffle divin qui donne vie à la terre, d'où Adam tient sa vie. Bien, souffle divin, comme au début de la Genèse, vous avez un vent de Dieu tournoyé sur les eaux. Et puis, à la fin de la semaine de la création, ce vent de Dieu est devenu le souffle divin qui donne la vie à Adam. Donc le vent de Dieu a trouvé son but dans l'humain, la création de l'humain. Le vent, le souffle, à partir du souffle, vous avez la voix, et à partir de la voix, vous avez la parole. Et quand l'évangile de Saint Jean nous dit « au début était le verbe », c'est-à-dire la parole, le logos, c'est la même idée, au début, et là, ça, le vent de Dieu qui tournoyait, et puis qui est devenu le principe même de l'ordre du monde, le logos. C'est une image qui est enfouie dans une très longue histoire, mais qu'on trouve d'une autre manière en Chine et sous un autre nom. Si vous avez pratiqué des arts martiaux à la chinoise, vous savez que le souffle qu'on appelle le qi, c'est essentiel, c'est le principe de l'union cosmique entre votre corps et le grand tout. C'est un souffle. Le qi, on le traduit à la fois par souffle vital et souffle cosmique. Ce qui fait qu'il y a une parenté, aussi bizarre que ça paraisse, entre le qi et le logos. Et ce n'est pas moi le premier qui m'en aperçoit, parce qu'il y a bien longtemps déjà, les stoïciens avaient établi une parenté entre le logos et le pneuma. Le pneuma, c'est le souffle vital, qui a donné nos pneumatiques, Michelin par exemple, mais pneuma, c'est ce qui en latin, pneuma c'est du grec, c'est ce qui a été traduit en latin par spiritus. Spiritus, c'est l'esprit, mais spiritus, ça veut dire aussi le souffle. Donc l'idée de souffle, le souffle animant la matière, c'est ce qui lie le ciel et la terre. Donc je ne vous parle pas du feng shui, je n'ai pas le temps. Le feng shui, qui est fondé sur cette circulation du qi dans le paysage, vous avez le vent, feng, et shui, qui est l'eau. C'est non seulement une cosmologie, c'est même une cosmophanie, parce que ça se lie dans le paysage. Le feng shui se lie dans le paysage, mais ce qui s'y lie, le verbe lire, ça n'est autre qu'un ordre cosmique. Et pour lire cet ordre cosmique, les Chinois ont même fabriqué des cosmologes. Des cosmologes. C'est ce qu'on appelle habituellement les boussoles. C'est des boussoles qui peuvent être grandes, qu'utilisent les maîtres de feng shui et qui sont vraiment des objets d'art. Mais du point de vue qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais un cosmologe, comme on dit une horloge. Alors, logos, c'est ce qui dit l'heure. Horloge, l'horloge nous dit l'heure. Le cosmologe nous dit un cosmos. C'est ça que sont ces boussoles des maîtres de feng shui. Le qi, il a ceci de particulier, qu'il est justement à la charnière de ce que le dualisme européen moderne a séparé, justement. C'est-à-dire notre existence de sujet et un monde devenu objet. Mais le qi, il est justement là, à la charnière des deux. C'est-à-dire à la charnière
de la trajectivité, la charnière de la trajection dans laquelle il y a à la fois déploiement de la corporéité humaine dans l'environnement, ce qui en fait un milieu, comme le montre la phénoménologie, et Merleau-Ponty en particulier, quand il nous dit que l'environnement est chargé de prédicats humains. C'est ça. Donc c'est une cosmisation du corps. Cosmisation du corps. Ça, c'est l'existence vers le monde. Existence vers. Et en même temps, il y a retour par le symbole, ce qui est une somatisation du monde. Donc, cosmisation du corps, somatisation du monde. Et dans les cultures traditionnelles, ça n'est pas seulement des mots. Vous avez vraiment des effets de somatisation, par exemple en sorcellerie, en magie noire, etc. Vous pouvez avoir des effets sur le corps au point que les gens peuvent en mourir, bien entendu parce qu'ils l'internalisent. Des effets de magie qui, du point de vue du dualisme moderne, sont des absurdités. Néanmoins, dans un monde humain, ça a des effets. Et à une autre échelle, dans un temps beaucoup plus long, le temps de l'évolution, l'adéquation entre un sujet, dans ce cas-là c'est un animal ou un végétal, et son monde, son Umwelt, cette adéquation, c'est aussi un va-et-vient qui a des effets sur l'évolution de l'espèce en question. Et j'en ai déjà parlé souvent, mais c'est la thèse que Leroi-Gourhan a développée à propos de l'émergence de l'espèce humaine, en parlant de ce qu'il appelait des effets en retour de la technique et de l'art, ou des systèmes techniques et des systèmes symboliques. Donc, retour de la technique et du symbole sur le corps d'un primate qui, de ce fait, va devenir l'espèce humaine. C'est le même principe, exactement. Donc c'est ça, c'est une trajection. Il ne s'agit pas, disais-je, de revenir à des cosmologies anciennes, parce que la modernité, il ne s'agit pas de la nier, il s'agit de la dépasser. Mais de la dépasser sans oublier les racines non plus. Alors, de ce point de vue, je vais vous faire un tableau en 3 colonnes qui propose des principes de réflexion. Ce n'est pas des recettes, bien entendu. Nous aurions l'humain au centre, d'un côté, nous aurions le monde, et de l'autre, nous aurions le contraire de monde, ce qui n'est pas monde, le non-monde. Le non-monde, c'est ce que la langue latine appelait immundus, et qui en français est devenu immonde. Alors ça fait un peu drôle de retrouver immonde ici, mais il y a un lien. Il y a un lien. Les immondices, c'est des choses que nous rejetons hors d'un monde propre et net. Je ne sais plus comment on dit en Suisse, c'est propre et net ou quelque chose comme ça, enfin il y a une expression. Pour avoir un monde bien propre et net. Donc vous êtes obligé de vous séparer des immondices. Bien. Donc, dans ces 3 colonnes, vous avez d'abord la manière dont nous apparaît l'environnement. L'environnement, pour nous aujourd'hui, nous apparaît comme paysage. Vous avez ici un paysage, donc l'environnement nous apparaît comme paysage. Le paysage repose sur la terre, et comme disait le premier théoricien du paysage, qui était le peintre Zongbing, dont je vous ai déjà parlé, au IVe siècle, 4e, 5e, il est à cheval sur les deux, il dit
le paysage, tout en ayant substance, il tend vers l'esprit. Il tend vers l'esprit, il tend vers l'immatériel. Et l'immatériel, on a vu tout à l'heure, c'est le ciel. Donc, je ne suis pas... Ici, je ne fais que suivre l'exemple d'illustres devanciers qui, à propos du paysage, par exemple, Michel Courajou, qui est un des plus grands paysagistes français de la deuxième moitié du XXe siècle, il a écrit quelque part, vous trouverez la référence dans le texte plus tard, « Le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent. » Le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent. Mais c'est exactement ça que je figure ici. Hein, ce n'est pas sorti de ma tête, ça. Et ça rejoint un concept chinois, cosmologique, qui est que le monde, c'est le kai, alors ce kaipi. Ça, c'est en somme ce qui correspond à la création du monde. C'est ce qui correspond à la Genèse dans la Bible. Kaipi, ça veut dire, kai, c'est ouvrir, séparer, l'ouverture et le défrichement. L'ouverture-défrichement, c'est le début du monde. Il y a donc, au début du monde, séparation du ciel et de la terre. Hein, séparation du ciel et de la terre, donnant naissance au monde. Si je reviens à Michel Courajou, vous voyez que paysage, il peut y avoir paysage parce que le ciel n'est plus plaqué sur la terre, il y a eu ouverture. Et ça rejoint un propos de Heidegger aussi, auquel je vais venir tout à l'heure. Bien, un peu rapidement, l'humain, c'est une chair vive. Du côté du ciel, vous avez le souffle divin qui anime Adam. Vous avez l'esprit animant, le spiritus animant. L'esprit animant, et là, la matière qui n'est pas animée, la matière est morte, matière morte. Bon, c'est la matière, la vie, l'esprit. Hein, ça, c'est aussi des choses que je n'ai pas inventées. C'est une triplicité tout à fait classique. Maintenant, pur, impur. Le ciel est pur, et puis la terre, le monde, elle est impure. Et l'être humain, qu'est-ce qu'il est ? Il est purifiable. Il peut se purifier quand il fait ce qu'il faut. Inutile d'insister, toutes les religions en donnent des exemples. Le rapport entre substance et insubstance. Bon, la terre qui est en bas, elle est substance. Le ciel est en haut et il est insubstantiel, insubstance. Et ici, nous avons tout simplement la réalité. Le rapport entre les deux, c'est la réalité humaine, qui est à la fois matérielle et immatérielle, substance et insubstance. C'est le rapport entre les deux qui fait la réalité. Bon, j'ai plus beaucoup de place, mais je peux vous dire. Nous avons, ça c'est en termes spatiaux, hein, entre le ciel et la terre, substance et insubstance. Temporellement, nous avons ici maintenant, nous avons maintenant. Et la terre, c'est ce à partir de quoi, donc c'est plutôt vers le passé. Et le ciel, c'est ce vers quoi, c'est plutôt vers le futur. Le ciel, il est ouverture. Ici, ouverture. La terre, elle est fermée sur elle-même. Pour l'ouvrir, il faut creuser. La terre est fermée, c'est la fermeture. Et l'humain, il est le seuil entre les deux, le seuil. La terre, elle est attachement. Attachement. Par exemple, quand elle vous colle aux semelles, etc. La terre est attachement. Le ciel est libération. Et l'humain est existence. Il va et vient entre les deux. Plus abstraitement,
le ciel est en position de prédicat, c'est assomption, c'est l'en tant que quoi on saisit la terre, donc c'est assomption. Et en plus, rappelez-vous l'assomption de la Vierge Marie, c'est montée au ciel, assomption. La terre est hypostase, c'est le contraire, c'est substantification, hypostase. Substantification, hypostase. Et l'humain, il est trajectivité. Donc pour finir, et je m'arrêterai là, si je vais prendre 5 minutes de plus pour faire le lien avec Heidegger. Donc ici vous avez P, ici vous avez S en tant que P, et là vous avez S. Tout ça rejoint en somme la constitution même de notre corps, puisque tout à l'heure je vous avais parlé de la bipédie, donc la station debout. La station debout donne l'axe du bas vers le haut, qui va articuler la terre au ciel, c'est dans notre chair même. L'orientation, le devant, derrière, et les termes, parce qu'il faut que ça touche, ça soit saisissable par notre existence même. Donc ça, ce que je viens de dire à l'instant, c'est ce que j'appelle la métaphore première. La métaphore première à partir de laquelle prennent naissance, par voie de symbole, toutes les cosmologies humaines. Et notamment que prennent naissance ce que les Américains George Lakoff et Mark Johnson ont appelé métaphores primaires. Les métaphores primaires, ce sont les métaphores, justement, par laquelle la chair saisit nos idées dans ses termes propres, c'est-à-dire des termes charnels, et c'est ça qui fonde le sens, selon leur théorie. Vous aurez aussi la référence de cet ouvrage, mais je termine donc sur Heidegger. Quand il nous parle, je vous cite un passage tout à fait fameux qui se trouve dans Chemin qui ne mène nulle part, Holzwege. Je cite, « Ce vers où l'œuvre, c'est à propos de l'origine de l'œuvre d'art, donc c'est l'œuvre d'art qui est en question, ce vers où l'œuvre se retire et ce qu'elle fait ressortir par ce retrait, nous l'avons nommé la terre. Elle est ce qui, ressortant, reprend en son sein. Ressortant, reprend en son sein. » Je saute un passage. « Installant un monde, l'œuvre fait venir la terre. L'œuvre porte et maintient la terre elle-même dans l'ouvert d'un monde. L'œuvre libère la terre pour qu'elle soit une terre. » C'est très énigmatique tout cela. Mais vu du point de vue de la mésologie, on peut l'interpréter comme suit. D'abord, ce n'est pas seulement l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, certes, ouvre un monde à telle ou telle échelle. Par exemple, dans le milieu assez fermé de l'art moderne, le moment où Marcel Duchamp prend un urinoir et le retourne en fontaine, il a ouvert quelque chose. Mais tout le monde n'est pas capable de saisir cette ouverture de monde. À une autre échelle, l'ouverture de monde essentielle, et c'est de ça qu'on va parler demain, c'est quand l'humanité a défriché les forêts originelles pour cultiver à la place, et en commençant, vous ne pouvez pas couper toute la forêt d'un seul coup, commencez par une clairière. Et cette clairière, ça a un rapport, cette image, avec ce que Heidegger, dans son vocabulaire tout à fait particulier, a appelé l'ouvert, mais aussi clairière, c'est Lichtung. Lichtung, c'est clairière. Et qu'on peut relier à ce qu'il appelle l'ouverture d'espace à propos des choses en général. Il dit que
une chose ne se limite pas à son contour, au contraire, c'est là, à partir de son contour, que son être commence. C'est-à-dire, la chose commence à exister dans son rapport avec notre propre existence. C'est ça que ça veut dire. Mais il appelle ça Roimung, c'est-à-dire spatiation. Spatiation. C'est une ouverture d'espace, c'est une ouverture de monde. Donc, les heideggeriens parlent de l'ouvert. L'ouvert. L'ouvert, ainsi, bon, pour expliquer un peu tout de même ces phrases obscures à propos de la Terre qui va se retirer dans le mouvement même où elle va apparaître en tant que Terre. Dans ce rapport, donc S en tant que P, S c'est la Terre, va être, dans le rapport qu'elle a avec notre existence, ouverte en monde. P c'est un monde, c'est-à-dire l'ensemble des prédicats selon lesquels nous saisissons la Terre. L'ensemble des prédicats, les sens, la pensée, la parole et l'action, qui n'ont de sens que parce que, justement, c'est à partir de la Terre qui s'ouvre en un monde. Et c'est dans cette ouverture même que la Terre va être la base qui permet cela, puisque c'est à partir de la base. Mais la base, pour être cette base, elle doit rester ce qu'elle est. Elle doit rester cette en soi, parce que le fait de saisir la Terre en tant que tel ou tel prédicat, ça ne change pas ce qu'elle est en elle-même. Mais si elle n'était que un en soi, elle nous serait à jamais inaccessible, puisqu'il faut qu'elle existe en tant que quelque chose. Et d'abord, en tant que ce sol sur lequel nous avons les pieds. Et ce faisant, elle fonde notre monde. Du fait même qu'elle a un en soi qui, en tant que tel, en tant qu'en soi, nous est à jamais inaccessible. Et ça n'est pas de la poésie ni du verbiage pseudo-phénoménologique. La physique nous le montre aussi. Je vous donne juste un exemple. Quand, avec des protocoles tout à fait rigoureux et objectifs, la physique nous montre qu'une particule, selon le dispositif expérimental, va exister soit en tant qu'onde, soit en tant que corpuscule, vous voyez que la particule, en soi, on ne peut pas la saisir. On ne peut la saisir qu'en tant que. En tant que quoi, elle peut exister dans notre monde. Ça, c'est de la physique. Et effectivement, la physique du XXe siècle en est arrivée à devoir dépasser le dualisme, parce que ça, c'est plus possible de saisir cela dans les termes où Descartes pouvait saisir ce qu'il appelait l'extensio, l'étendue objective. Donc, il y a, selon Heidegger, dans cette ouverture de monde à partir de la Terre qui en même temps se retire, il y a ce qu'il appelle un litige, un Streit en allemand, dont je vous ai déjà parlé, donc je n'insiste pas. Mais ce Streit, pour terminer, eh bien, c'est ce rapport lui-même entre la base et ce en quoi nous pouvons saisir la base, c'est-à-dire la Terre et le monde, dans les termes desquels nous pouvons établir cette relation qui est la réalité, comme le paysage est la réalité. Ainsi, ce que j'ai appelé ici paysage, c'est la réalité, ça n'est autre que le rapport, enfin je l'ai mis dans le mauvais sens, mais c'est pas grave, le rapport entre S et P, S en tant que P, l'oblique ici, c'est le paysage. Vous voyez ? Enfin, je dis vous voyez, j'espère que vous voyez, c'est pas, parce que ça n'est pas évident. Néanmoins, vous avez quand même déjà depuis maintenant une bonne année que ça dure, des éléments pour voir à peu près dans quelle direction ça va. Je vous remercie.